une étudiante qui, suite à un pari, doit assumer le rôle d'un garçon pendant une année, tel est le pitch de base de Comme un garçon, une série de BD faite par l'autrice Jenny et que je tenais à vous présenter dans une nouvelle chronique. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle chronique, mais cette fois-ci une chronique bande dessinée. En effet, j'ai envie aussi de vous partager parfois des séries qui me tiennent à cœur en termes de bande dessinée, d'autant plus quand c'est le cas d'œuvres qui ont un lien avec la culture japonaise, comme ça sera le sujet aujourd'hui. Et donc, je vais avoir l'occasion parfois de faire ce type de chronique qui se distinguera des chroniques purement de bande dessinée japonaise, de manga publiés au Japon. Je vous rappelle, cela dit, que comme toujours, vous pouvez retrouver en description la playlist de nos différentes chroniques et de nos vendredis lecture avec Rosalis. Et donc, aujourd'hui, je vais parler d'une série démarrée en France en 2016. Comme un garçon, c'est une bande dessinée franco-belge, donc sous le format 48 planches cartonnées. Moi, je l'ai pris au format numérique. Et c'est une série qui, à l'heure actuelle, compte 4 tomes, avec un 5e tome qui doit arriver prochainement. Donc, comme je l'évoquais en introduction, Comme un garçon s'intéresse à une héroïne, Charlotte, qui est une fille qui vit dans une famille recomposée. C'est ce qu'on découvre au tout début de l'histoire. On en apprend un peu plus sur son passé, comment s'est située cette recomposition familiale, avec le fait qu'elle a du coup eu un frère par alliance qui est ainsi apparu, et avec une relation toujours assez conflictuelle avec son frère. Elle a toujours voulu faire des défis avec lui pour prouver sa valeur et pour prouver qu'elle était capable de faire des choses. On découvrira un peu plus tard pourquoi, justement, elle a cette volonté toujours de prouver qu'elle est de valeur, et elle veut justement se confronter à son frère par rapport à toute une série de défis. Mais malgré tout, on voit que s'il y a une relation frère-sœur qui est marquée par cette importance autour des défis, il y a aussi une affection qui s'est mise en place entre eux. Cela dit, le dernier défi en date, qui est le défi qui ouvre l'histoire de Comme un garçon, c'est que Charlotte va devoir se faire passer pour justement un garçon pendant une année entière. La voilà qui rejoint un internat où justement il n'y a que des garçons, et elle va devoir faire en sorte de vivre sa vie et de faire croire à tout le monde, de donner le change et ne pas laisser penser que ça puisse être une fille. Voilà un pitch qu'on retrouve d'ailleurs dans bien des séries japonaises. Il y a pas mal de mangas qui ont joué avec cette idée-là, en fait, d'une fille qui se travestit dans un lycée de garçons. Ici, on est avec une héroïne qui est plus âgée, cela dit, mais malgré tout, on retrouve des clins d'œil assez savoureux, justement, à des œuvres japonaises qui ont déjà traité de ce sujet-là, voire d'autres qui le traitent encore maintenant. D'ailleurs, au niveau des mangas, on voit bien que c'est un thème qui revient régulièrement, puisque on avait eu l'occasion avec Rosalis de parler, pour évoquer une série récente, de Vampire Dormitory, qui traite exactement de ce type de sujet. En tout cas, ici, comme je l'évoquais, on est face à une bande dessinée où on va avoir on va suivre la manière dont l'héroïne Charlotte, qui est désormais Charlie, pour tous les copains qu'elle se fait désormais, on va la suivre dans son parcours, dans la difficile, on va dire, insertion dans un milieu de garçons qui est parfois un peu gros bras et pas très fin, puisque assez vite, par exemple, elle se retrouve à avoir la désagréable surprise que Amaury, le gars blond, qui est un peu le meneur là où elle étudie, mange ce qu'elle avait laissé dans le frigo partagé
dans leur logement, et en même temps, il y a une fille qui lui met le grappin dessus, à notre héroïne Charlie qui se fait passer pour un garçon. Cette fille-là, c'est Héloïse, la sœur de Amaury, qui veut, eh bien, qui a une sorte de coup de cœur pour Charlie. Voilà. Dans le même temps, Charlie, elle partage son logement, en tout cas sa chambre, avec un autre garçon qui semble avoir en fait un objectif un peu particulier, qu'on ne découvrira que dans le tome 2 et dans le tome 3, mais en tout cas, c'est clairement quelqu'un qui apparemment a quelque chose à voir avec Amaury et eh bien, va se servir de Charlie pour atteindre ses fins. Donc, cette œuvre-là me plaît beaucoup par l'ambiance qui nous fait clairement penser à des titres japonais comme je l'évoquais auparavant, mais du coup dans un environnement occidental, décliné vraiment selon le format classique de la bande dessinée franco-belge, donc ici avec des planches, vous l'aurez vu, qui sont en couleur. J'évoque ce sujet-là parce que parfois, vis-à-vis de présentations de manga, nous avons des retours de votre part, de la part des gens qui suivent ces chroniques, sur le fait que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de mangas en couleur. Et effectivement, pour toute une partie de lectorat qui, par exemple, a grandi avec la bande dessinée franco-belge classique et à l'époque pas le manga et l'habitude de ce noir et blanc, c'est vrai qu'on peut avoir envie de chercher cette couleur qu'on retrouve justement dans des titres de toute une génération d'auteurs qui a été eh bien, marqué par le manga et qui a transposé certains codes du manga, certains codes graphiques, et aussi certains codes narratifs dans le format de la bande dessinée franco-belge. Je vais l'illustrer ici par rapport à une petite planche où on voit justement Charlie et Héloïse partir en date un samedi après-midi et les voilà qui vont au cinéma et manger ensemble, enfin bref, plein de choses comme ça. Il y a plusieurs choses qui me font penser au Japon à ce moment-là, c'est à la fois eh bien, les mimiques. Là, c'est très clairement, en fait, il y a plusieurs moments dans cette bande dessinée où on retrouve justement une représentation sous forme de personnages un peu super déformés. Vous savez, des personnages avec une grande tête et un petit corps, quelque chose qu'on a typiquement dans les manga, mais ici, donc là, on n'est pas en SD, mais on est le même type de dessin très expressif, et aussi, eh bien, ce qui me marque, vous le savez, dans pas mal de mangas dont je vous parle, c'est la manière dont on se retrouve projeté, en fait, dans le Japon. Je trouve que c'est quelque chose que le manga réussit vraiment, c'est de nous plonger dans le quotidien de villes japonaises. Et ici, eh bien, on est en Occident, évidemment. Donc, on est avec une histoire qui a pas mal de codes de la bande dessinée japonaise, mais du coup, dans le format de la bande dessinée française et évidemment dans des lieux ici en l'occurrence francophones, et donc c'est assez réjouissant, sachant que ça fourmille de détails. Il faut s'arrêter sur par exemple au cinéma, ça vaut le coup de regarder quels sont les films à l'affiche, ou alors on est clairement dans une cafétéria qui est très française. Bref, c'est plein de choses. J'aime beaucoup ce regard croisé, en fait, cette manière d'avoir digéré les codes de la bande dessinée japonaise pour les faire rejaillir dans la bande dessinée française. Et puis il y a des moments vraiment sympathiques comme cette scène dans le tome 3 où on a les personnages qui se costument, ils vont à un bal masqué et par exemple l'héroïne Charlotte va se cosplayer en Hatsune Miku. Je trouvais que c'était très bien vu. Et puis enfin, vraiment, le point qui me paraît le plus attachant dans cette œuvre, c'est les dessins. Les dessins de Jenny qui sont vraiment magnifiques, le trait est splendide, et sont encore plus magnifiés dans le tome 4 avec un moment où les protagonistes vont faire une séance photo, avec la planche que je vais vous montrer qui est ici, là, avec le résultat en fait des différentes photos, où vraiment Jenny a pu prendre le temps de réaliser eh bien, chacun des traits, chacun des
vraiment de prendre, de faire non seulement une case de bande dessinée, mais vraiment une illustration comme il pourrait y en avoir dans un artbook. Et je trouvais par exemple cette planche qui rappelle en fait la couverture de ce tome 4, vraiment très réussi. Donc, et enfin, il y avait un dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que souvent, dans le format de la bande dessinée franco-belge, les 48 planches, justement, 46 ou 44 en pratique, je trouve que c'est un format maintenant qui est un peu frustrant parce que on est habitué quand on lit du manga ou quand on lit des séries feuilletonesques à avoir pas mal de contenu directement accessible. Là par exemple, comme un garçon, là je viens de le relire justement avant de faire cette chronique avec les 4 tomes à la suite, on a vraiment du coup, on a le temps de s'immerger dans l'univers. Pas seulement du coup comme une vision one-shot de un tome, puis on attend un an pour avoir le deuxième tome, puis un an le troisième tome. Là on a déjà 4 tomes qui sont à parcourir et dans lesquels on peut vraiment découvrir les personnages, leurs relations, voir aussi la manière dont cette relation évolue. C'est vraiment important de voir en fait la manière dont l'année se déroule. Par exemple entre le tome 1 et le tome 4, le tome 1 démarre en septembre, le tome 4 on est au moment des fêtes de fin d'année. On est vraiment aussi sur quelque chose qui prend le parti de se dérouler vraiment comme de la bande dessinée japonaise, dans le sens où on a l'écoulement des saisons qu'on voit passer, et en même temps, du coup, l'évolution de chacun des personnages. Par exemple, le personnage de Charlotte, qui est vraiment un personnage un peu, on va dire, superficiel, ou qui n'a pas vraiment eu le temps de prendre du recul par rapport à ce qu'elle a vécu dans la vie, pour grandir. Et dans le premier tome, elle peut paraître pour les lecteurs, les lectrices agaçante, voire frivole. Eh bien, en fait, on la découvre plus profondément dans les tomes qui suivent, avec une évolution des personnages, et c'est le cas aussi pour Gabrielle, son compagnon de chambre, quand elle est justement dans l'internat de garçons, mais aussi même Amaury, qui est le personnage, entre guillemets, un peu antagoniste dans cette histoire, qui va être amené à eh bien, progressivement changer au contact de ce petit univers. Et finalement, ça, le fait que la manière dont les êtres dans un groupe s'influencent les uns les autres et peuvent s'influencer de manière positive jusqu'à construire quelque chose qui leur permette de s'épanouir, c'est un discours qui me parle totalement, et donc j'ai vraiment apprécié de me replonger ici pour la préparation de cette chronique que j'avais à cœur de faire, d'autant plus que l'autrice Jenny suit nos vidéos et parfois partage justement des coups de cœur qu'elle a par rapport à nos vidéos en manga. C'était du coup une sorte de clin d'œil aussi au retour que je tenais à faire, et donc pour cette bande dessinée que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à suivre et à lire dans la continuité de l'enthousiasme qu'avait provoqué dans les années 2000 la lecture de Pink Diary. Voilà, j'espère que cette chronique de bande dessinée franco-belge vous aura intéressé, du coup différent par rapport aux chroniques manga qu'on a pu être amené à faire, mais je pense que j'explorerai un peu plus justement des titres de bande dessinée franco-belge, puisque en marge du manga, ça m'arrive aussi de lire pas mal de bandes dessinées franco-belges dont je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de parler sur la chaîne. Parfois j'ai fait des chroniques, je pense par exemple au culotté de Pénélope Bageux, où j'ai aussi une vidéo assez détaillée sur ma passion pour le journal de Spirou. Et bien voilà, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire si vous voulez voir d'autres chroniques sur de la bande dessinée franco-belge ou américaine internationale. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!